avancé. Les troubles digestifs se voient surtout au stade avancé. Le défaut de développement staturo-pondéral, ça, c'est une particularité chez l'enfant parce que si l'enfant est touché, souffre d'une insuffisance rénale chronique avant l'âge de puberté, il va forcément développer un retard staturo-pondéral. D'accord. Et on a aussi les symptômes de la maladie causale parce que l'insuffisance rénale chronique, ce n'est qu'une conséquence d'une néphropathie, d'une maladie rénale. Vous voyez. Donc, on trouve les signes de la maladie initiale. On a aussi la pâleur et le teint jaune paille des téguments. Le teint jaune, c'est-à-dire je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais ça veut dire que c'est un jaune, اللون الأصفر تاع القش, des tiges secs, d'accord? D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le jaune paille. C'est ce qu'on appelle le jaune paille. Ça se voit surtout. Une minute, s'il vous plaît. Alors, on reprend, s'il vous plaît. Donc, la pâleur et le teint jaune paille des téguments, ils se voient surtout lorsque l'insuffisance rénale est avancée. Donc, lorsque le DFG devient de moins de 25 à 30. Et on a aussi des complications de l'hypertension artérielle parce que l'hypertension artérielle, c'est un signe d'une maladie rénale chronique. Avoir une maladie rénale chronique, donc on peut facilement développer une HTA, c'est par plusieurs mécanismes. Je vais ouvrir parenthèse pour l'HTA parce que c'est important de savoir que la relation entre l'HTA et le rein, en fait, c'est le rein est souvent, on dit que le rein est souvent responsable de l'HTA et il est des fois victime de l'HTA. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'HTA, ce n'est pas une maladie. L'HTA, c'est un signe, c'est un symptôme, c'est une conséquence aussi d'une maladie. Souvent, lorsqu'on a une HTA, si on cherche les causes, on va trouver une maladie rénale. Surtout s'il s'agit d'une HTA du sujet jeune, de moins de 50 ans. C'est pour ça, lorsqu'on a un patient de moins de 50 ans qui souffre d'une hypertension artérielle, on est obligé de faire une exploration à la recherche et des causes secondaires. Et par ordre de fréquence, les néphropathies sont les premières causes de l'hypertension artérielle secondaire. Après, ils sont suivis par les endocrinopathies et les troubles, la sténose de l'artère rénale, donc, et les problèmes aussi de la surrénale. Donc, ça rentre avec les endocrinopathies. Donc, surtout chez les sujets jeunes de moins de 50 ans, souvent, avoir une HTA, ce n'est qu'une conséquence d'une maladie, que ce soit rénale ou endocrinienne, qu'il faut l'étiqueter afin de la traiter. Parce que souvent, si on arrive à traiter la maladie, à la diagnostiquer et la bien traiter, on va guérir l'HTA, on va gérer le problème de l'hypertension artérielle. Il est aussi des fois victime de l'HTA. C'est le cas de l'HTA du sujet âgé, c'est l'HTA essentielle. Parce que normalement, on n'a pas d'HTA essentielle chez les sujets jeunes. De moins de 50 ans, c'est une HTA secondaire jusqu'à preuve du contraire. Et quoi qu'il compare de fréquence, c'est les néphropathies en premier. L'HTA essentielle, c'est pratiquement l'apanage du sujet âgé, c'est dû à la rigidité des os. Et cette HTA-là, elle va retentir sur le rein et donner ce qu'on appelle une néphrangiosclérose qui peut être bénigne ou maligne et altérer la fonction rénale. C'est pour ça qu'on dit le rein est souvent responsable de l'HTA et parfois victime de l'HTA. Vous voyez, c'est pour ça ici, comme signe clinique de l'insuffisance rénale chronique, on a l'HTA. Ça se manifeste par une hypertension artérielle beaucoup plus volodépendante, d'accord? Parce que le rein, il est incapable d'éliminer l'excès du sel et de l'eau, donc l'hypertension artérielle volodépendante par hypervolémie va s'installer. Alors, il y a une question, on peut avoir des complications d'HTA à des stades précoces de la maladie rénale chronique. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Il y a une question dans la boîte de discussion. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on peut avoir des complications d'HTA à un stade précoce de la maladie rénale chronique? Je vous dis que oui, bien sûr, parce que le mécanisme de l'HTA dans la maladie rénale chronique, il n'est pas seulement volodépendant. Le mécanisme volodépendant, ça se voit surtout dans les stades avancés de la maladie rénale chronique. Mais l'HTA, elle peut être aussi due à une altération de l'axe rénine-angiotensin-aldostérone.
elle est sécrétée. Donc, c'est le rein qui est responsable de l'équilibre tensionnel. En fait, c'est lui parce qu'en sécrétant la rénine ou en inhibant la sécrétion de rénine, donc il va être responsable de l'équilibre de la tension artérielle dans le corps humain. Donc, oui, dans les maladies rénales chroniques, on peut avoir une hypertension artérielle à un stade très précoce. Donc, si elle est maligne, si elle est sévère, elle peut se compliquer le plus normalement du monde. D'accord? Je vous donne pas, des fois, on découvre la maladie rénale par l'HTA. Le premier symptôme de manifestation de l'atteinte rénale, c'est l'HTA. Et quand je commence à chercher cause de l'HTA, je découvre la maladie rénale chronique. Je vous donne par exemple, on a vu la polykystose rénale. La polykystose rénale, par exemple, parmi les premiers signes de cette maladie rénale, c'est l'HTA. C'est des sujets jeunes qui présentent des hypertensions artérielles. Quand on commence à explorer, on va trouver la polykystose. D'accord? Des fois même avec une fonction rénale qui est tout à fait normale, sans aucune altération de la fonction rénale. Donc oui, la réponse est oui. À un stade précoce de maladie rénale chronique, on peut avoir une HTA et une HTA qui n'est pas traitée ou qui est sévère, elle peut se compliquer, que ce soit par convulsion, par les AVC, dans la polykystose, c'est la rupture les hématomes par rupture de kyste au niveau cérébral, c'est une des complications de cette maladie. Vous voyez, donc on peut avoir les complications à un stade précoce. Oui. Je me suis étalée un peu sur ça parce que c'est important. En Algérie, malheureusement, on ne connaît pas vraiment l'HTA. Lorsque le patient diagnostique lui-même et par automésure une hypertension artérielle, souvent il va consulter chez un cardiologue où malheureusement le cardiologue ne va pas explorer, il va prescrire directement des médicaments, alors que c'est faux, surtout chez les sujets jeunes, même chez les sujets âgés, on est obligé de chercher les causes. D'ailleurs, dans le premier bilan recommandé par l'OMS, dans le premier contact avec un hypertendu, donc c'est des recommandations. Dès que dans la première consultation d'un hypertendu, il y a des recommandations, des bilans à faire. Les premiers, c'est l'urémie, la créatinémie, le ionogramme sanguin pour voir la kaliémie, parce que s'il y a une hypokaliémie, ça va orienter vers la HTA secondaire, faire un ECG, faire la glycémie aussi, c'est ça et la chimie des urines. C'est ça les recommandations de la première consultation d'un hypertendu, quel que soit son âge. D'accord? C'est pour ça que j'insiste sur ça, parce que c'est très important. Je veux que vous compreniez ça. Jamais prescrire un médicament sans explorer l'HTA. Surtout si vous avez un patient de moins de 50 ans. C'est une HTA secondaire jusqu'à preuve du contraire. Et par haute de fréquence, commencez par voir le rein. Quand on dit le rein, ça veut dire urée, créatinine, ionogramme et chimie des urines. Ça, c'est le bilan de première intention. D'accord? Je crois. Vous pouvez répéter. Je répète quoi? J'ai trop parlé. Je répète quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je répète quoi? L'HTA. Ah, le bilan de première consultation d'un hypertendu, oui. Vous pouvez le trouver facilement sur Google, mais je vais le répéter. Donc, la première consultation d'un hypertendu, quel que soit son âge, ce qui est recommandé de faire, c'est de doser l'urémie, la créatinémie, la glycémie à jeun, le ionogramme sanguin, faire un ECG et faire une chimie des urines. Voilà. C'est bon? Donc, ça nous permet de voir ce bilan-là, ça nous permet de voir le rein par le bilan sanguin, urée, créatine, ionogramme, bilan urinaire, chimie des urines, le diabète, la glycémie à jeun et le CG. Ça, c'est la première consultation. Même si je ne trouve rien sur ce bilan, je suis obligée, surtout s'il s'agit d'un sujet de moins de 50 ans, je suis obligée d'aller plus loin, aller voir les artères rénale, parce que c'est la deuxième cause après les néphropathies de l'HTA, c'est la sténose de l'artère rénale. On voit les artères rénales et après, s'il n'y a rien, c'est les artères sans scène, on doit aussi chercher les endocrinopathies, d'accord? Donc, les troubles dans l'axe, surtout du cortisol, d'accord? Le syndrome de Cohen, etc. Et les problèmes de la surrénale. Alors, je ferme la parenthèse, on continue.
Maintenant, le dépistage de la maladie rénale chronique, ça, c'est par rapport à l'enfant. Quand est-ce que je dois dépister la maladie rénale chronique? Parce qu'on a dit que malheureusement, la maladie rénale chronique, elle est souvent latente jusqu'au stade très avancé. Donc, je suis obligée des fois d'aller dépister la maladie. Mais est-ce que je vais prendre tous les nouveau-nés, tous les nourrissants et faire des bilans à tout le monde? Eh bien, la réponse est non, c'est pas possible, même si je veux le faire. Donc, il y a certaines populations à risque où chez qui je dois faire le dépistage systématique de la maladie rénale chronique. Quelles sont les populations à risque? Vous avez les enfants qui sont nés avec un poids de naissance de moins de 2,5, donc un petit poids de naissance, 2,5 kg. S'il y a des antécédents de malformation rénale ou des voies urinaires en pré ou en postnatal, parce qu'en pré, vous savez que maintenant, on fait le morphogramme. Lorsque la femme est enceinte, on peut faire un morphogramme et voir est-ce qu'il n'y a pas de malformation chez le fœtus. Donc, si je trouve des malformations au niveau des rénales ou des voies urinaires en prénatal ou juste après la naissance, là, je suis obligée d'aller chercher les maladies rénales chroniques. D'accord? S'il y a un antécédent familial de maladie rénale chronique, il y a des maladies, parce qu'il y a plusieurs maladies génétiques, donc familiales. Donc, un enfant qui vient d'une maladie connue pour des maladies familiales, là, on est obligé de dépister. D'accord? Les infections urinaires à répétition, c'est un enfant qui fait beaucoup d'infections urinaires à répétition, ce n'est pas normal, surtout s'il s'agit d'un garçon, parce que vous savez que l'infection urinaire, elle est fréquente chez la fille, le sexe féminin, mais elle ne devrait pas se voir chez le sexe masculin, sauf s'il y a un problème sur les voies urinaires. D'accord? Donc, avoir des infections à répétition, surtout chez le sexe masculin, va systématiquement orienter vers le dépistage d'un problème rénal. D'accord? On a aussi les antécédents personnels de néphrectomie partielle au total. Par exemple, si l'enfant il a subi une néphrectomie partielle au total, quelle que soit la cause, peut-être une cause traumatique par exemple, là on est obligé de s'assurer du fonctionnement rénal. Les patients qui ont déjà fait un épisode d'insuffisance rénale aiguë, donc on est obligé de les suivre afin de dépister une maladie chronique. Les patients qui ont reçu des traitements de cancer, il faut savoir que la chimiothérapie, elle est néphrotoxique. Donc, les enfants qui ont reçu des chimiothérapies doivent bénéficier d'une exploration rénale. En cas d'HTA, bien sûr, j'ai largement expliqué la relation entre HTA et rein. Donc, en cas d'HTA, oui, bien sûr, je suis obligée d'aller voir le rein. Et s'il y a une cardiopathie congénitale aussi, donc si l'enfant est souffre d'une maladie cardiaque, oui, je vous ai expliqué hier la relation entre le cœur et le rein. Donc, s'il y a un problème cardiaque, je suis obligée de chercher un problème rénal. Alors, maladie systémique aussi, parce que toutes les maladies systémiques peuvent retentir sur le rein et donner une maladie rénale, parce que je vous ai dit l'autre fois que le rein, c'est un carrefour. Donc, s'il y a des auto-anticorps, par exemple, dans le sang, il va trapasser fréquemment plusieurs fois par jour sur le rein, donc il va sûrement, à ces auto-anticorps, attaquer aussi le rein. Donc, si le patient souffre d'une maladie systémique, on est obligé d'aller explorer le rein. Si le patient a reçu un traitement prolongé par des médicaments néphrotoxiques, les ANS par exemple, les scanners à répétition avec injection de produits de Contrax, les aminosides aussi sont des produits néphrotoxiques, et en cas d'obésité, ça c'est aussi important. L'enfant ou même l'adulte obèse, surtout si l'obésité est morbide, doit bénéficier d'une exploration rénale. Pourquoi? Parce que l'obésité, c'est un facteur de risque de maladie rénale et elle peut être à elle seule la cause d'une maladie rénale. Par exemple, l'HSF, si vous avez fait le cours sur les glomérulopathies, il y a l'inosegmentaire et focale, l'abréviation c'est l'HSF. Parmi les causes de l'HSF secondaire, on a l'obésité morbide. Donc l'obésité est un facteur de risque de maladie rénale chronique, mais aussi une cause à elle seule d'une maladie rénale chronique. D'accord? Donc, aussi en cas de cassure de la courbe de croissance, ça, surtout chez l'enfant, bien sûr, lorsqu'il y a une cassure de la courbe de croissance, l'HTA, ça a été déjà dit. L'asthénie, bien sûr, parce que c'est le principal signe d'une maladie chronique, le rénal chronique,